le fait même que vous ayez un peu d'argent, 5 000 euros, c'est une belle somme quand même sur votre compte bancaire. Eh ben, ça peut réduire à néant tous les efforts personnels que vous faites. Et donc, l'argent a une empreinte carbone. Ça, c'est démontré aujourd'hui. Hein. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je reçois Patrick Sapie, directeur de l'association FAIR depuis 4 ans. FAIR, c'est une association qui défend une finance plus humaine, plus inclusive, une finance plus solidaire. J'ai eu le plaisir de tendre mon micro à Patrick Sapie afin qu'il nous explique ce que signifie cette vaste notion de finance solidaire. J'espère que cet épisode, réalisé en collaboration avec l'association FAIR, vous plaira. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses, non seulement grâce à l'intervention de Patrick Sapie, mais également grâce à leur site internet finance-fair.org, sur lequel vous trouverez une multitude de ressources pour vous aider à vous diriger vers une finance plus solidaire. Je vous souhaite une très belle écoute. J'espère que cet épisode vous inspirera. Donc bonjour Patrick, enchantée. Je suis très heureuse de vous recevoir au micro pour parler finance aujourd'hui, au micro de Basilic. Je vais vous laisser vous présenter brièvement et puis ensemble, on reviendra sur l'histoire de l'association FAIR et les dates un peu clés. Bonjour Jeanne, je m'appelle Patrick Sapie, je suis directeur général de FAIR, dont on va parler dans ce podcast. Je suis directeur général de l'association depuis maintenant à peu près 4 ans. Et avant d'arriver là, j'ai un passé plutôt tourné vers la microfinance et le microcrédit, puisque j'ai travaillé une vingtaine d'années dans le secteur. Donc, en gros, faire des petits prêts à des personnes précarisées qui souhaitent créer une petite activité économique. J'ai fait ça en France et j'ai fait ça en Belgique. D'accord. Très bien. Alors, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'association FAIR. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter le message que souhaite diffuser cet asso et ensuite, nous revenir un peu sur son histoire, sa structure? Oui, tout à fait. Alors, l'association FAIR, donc FAIR, ça veut dire financer, accompagner, impacter, rassembler, est un collectif. Donc, en fait, c'est une association d'adhérents, de membres, qui sont essentiellement des organisations financières pour la plupart. Donc, vous allez trouver des banques, des sociétés de gestion, mais aussi beaucoup d'acteurs de l'écosystème et de l'économie sociale et solidaire, pardon. Et le but de l'association, c'est de faire de la pédagogie autour de ce qu'on appelle la finance à impact social, donc qui regroupe notamment en France la finance solidaire, donc dont on parlera sans doute, mais aussi depuis une quinzaine d'années, on va dire, ce qu'on appelle aussi l'investissement à impact. Donc c'est l'investissement essentiellement dans des structures qui sont d'utilité sociale. D'accord. Et donc, pour faire de la pédagogie, comme vous dites, comment est-ce que vous vous y prenez? Comment est-ce que vous opérez? Alors, on a plusieurs missions. Donc, la mission historique de l'association est de mieux faire connaître la finance à impact social. Donc, c'est la mission première de cette association qui est née en 2021. C'est peut-être important de le rappeler, de la fusion de 2 autres associations. Donc, en fait, le terme FAIR est assez récent finalement, puisqu'il a 2 ans et demi. Donc, une association historique qui s'appelait Finansol, et donc qui a été créée en 1995, et une association plus récente qui s'appelait l'Impact Invest Lab, au moment du développement de l'investissement à impact social. Et donc les 2 associations qui opéraient déjà ensemble, à la fois dans les mêmes locaux, mais qui portaient des messages communs depuis longtemps, ont décidé de fusionner en 2021 pour devenir FAIR. Et donc, une des missions premières, notamment de Finansol, c'était de faire de la pédagogie autour de la finance solidaire, c'est-à-dire de montrer, en fait, de démontrer au grand public qu'il était possible de placer son argent
autrement et de le faire financer des organismes d'utilité sociale. Et puis au fur et à mesure du temps, les missions se sont élargies, donc de la pédagogie au travers notamment de campagnes de communication. Et puis après, on s'est intéressé au marché, c'est-à-dire que on a regardé en quoi consistait le marché de la finance solidaire. Donc on sort notamment toutes les années depuis plus de 20 ans maintenant un baromètre de la finance solidaire qu'on fait avec le journal La Croix. Et puis de fil en aiguille, on a mené d'autres actions. Notamment, on s'est dit, pour mieux faire connaître la finance solidaire, mais aussi pour qu'elle se développe, en fait, il faut changer la loi. Et donc, on a mené des actions de plaidoyer, donc voilà, alors avec les parlementaires, avec le gouvernement, pour en fait adapter le cadre réglementaire de la finance solidaire. On a eu des grandes réussites, notamment au travers de ce qu'on appellera l'épargne salariale solidaire. Et puis, puisqu'il y avait de plus en plus d'adhérents, on s'est dit, en fait, ces adhérents-là, il faut les faire travailler ensemble pour qu'ils produisent quelque chose. Et ça, c'est effectivement une des dernières actions de l'association, donc qui se développe beaucoup. C'est en fait de faire travailler les adhérents, en fait, pour qu'ils partagent leurs pratiques, et puis pour qu'on puisse aussi repérer un certain nombre d'innovations et qu'on puisse les faire connaître. Voilà, en gros, ce sont les principales missions de l'association aujourd'hui. On parle beaucoup depuis quelques années notamment de finance responsable. Est-ce la même chose que la finance à impact social? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir tout ça, définir ces notions? Oui, alors c'est un peu comme des poupées russes en fait. Alors vous avez en gros la finance traditionnelle, en gros où l'objectif bien évidemment c'est de faire du profit. On va pas y aller par quatre chemins et en fait de maximiser le profit. C'est la finance qui est aujourd'hui le plus développée dans le monde. Donc c'est essentiellement d'ailleurs au travers de la finance de marché. Puis vous avez une finance un peu particulière effectivement qui croît beaucoup aujourd'hui, mais qui reste très minoritaire par rapport à la finance classique ou traditionnelle. C'est effectivement ce qu'on appelle la finance responsable. Et dans cette finance responsable, vous allez trouver l'investissement socialement responsable dont on peut parler, et puis des finances plus vertueuses. Donc nous, on considère que la finance à impact social fait partie du grand ensemble de la finance responsable, en l'occurrence, mais elle va un cran plus loin, notamment parce que elle met l'impact social de manière prioritaire par rapport au rendement financier. Alors que la finance responsable, quand vous la regardez dans son ensemble, elle cherche plutôt toujours du rendement financier, mais elle cherche à le faire d'une manière un peu plus responsable. Nous, on va un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on estime qu'il faut mettre l'impact en priorité par rapport au rendement financier. Mais la finance à impact social fait bien partie du grand ensemble de la finance responsable. Et cet impact social, justement, là encore, c'est une notion assez vaste. Comment est-ce que vous définissez, vous, cette notion d'impact social? Est-ce que vous avez établi une charte, par exemple, avec les projets qui pourraient être soutenus, qui pourraient être englobés dans cette notion? Comment ça se passe? Oui, alors votre question est très intéressante parce que la France est un pays pionnier sur ces questions-là, puisqu'en fait, depuis 20 ans, il existe en France un agrément administratif pour les entreprises sociales, en gros, qui s'appelle l'agrément ESUS. Alors, ESUS, c'est un mot barbare, vous savez que les Français aiment bien les acronymes. Avant, ça s'appelait l'agrément entreprise solidaire. Moi, je trouve que c'était quand même beaucoup plus simple à comprendre. Plus clair. C'est plus clair. Alors, aujourd'hui, ça s'appelle l'agrément ESUS. ESUS pour entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, vous voyez, on a rallongé le nom. En gros. Alors, à quoi sert cet agrément? Aujourd'hui, il y a à peu près 2000 structures qui sont agréées en France. Donc, il est défini par les pouvoirs publics, en gros, et il liste un certain nombre de critères, en fait, pour être reconnu entreprise solidaire d'utilité sociale. Alors, vous en avez plusieurs. D'abord, c'est évidemment avoir une finalité sociale, c'est-à-dire qu'en fait, toute l'action de l'organisation est tournée vers la recherche d'un impact social. Alors, qu'est-ce qu'on entend par impact social? Alors, ça peut être s'occuper des populations les plus défavorisées. Alors, vous avez des problématiques de logement, par exemple. Vous avez des problématiques d'insertion professionnelle. De plus en plus,
On y met aussi tous les sujets qui sont relatifs à la gouvernance participative. Donc, vous allez retrouver dans les ESUS aussi beaucoup de coopératives et notamment des sociétés coopératives d'intérêt collectif, voilà, qui est un statut particulier qui se développe. Et donc, les pouvoirs publics ont créé cet agrément en 2002 pour en gros flécher tous les investissements issus de la finance solidaire. Donc, les investisseurs aujourd'hui, ils recherchent des organisations qui sont agréées ESUS pour en gros investir chez elles. Alors, le cadre ESUS aujourd'hui, c'est un bon cadre de référence. On va aussi un petit peu plus loin parce que vous avez aussi des organisations qui sont pas agréées ESUS. Je vous prends un exemple. On travaille aussi avec des fonds d'investissement qui sont d'origine étrangère et qui investissent dans des organisations qui sont dans d'autres pays que la France, là où l'agrément ESUS n'existe pas. Par contre, on a en fait un faisceau d'indices et donc l'agrément ESUS français nous aide beaucoup pour ça, pour qualifier ces organisations d'organisations à impact social. Très intéressant, merci, c'est plus clair. Donc vous, aujourd'hui, les adhérents à l'association FAIR, vous avez dit il peut y avoir des entreprises, des banques, etc. Est-ce qu'on peut aussi adhérer en tant que particulier? Vous avez comme ça un double spectre? Oui, bah exactement, c'est exactement ça. En fait, on a deux collèges. Vous avez un premier collège, alors dans lequel vous allez retrouver des adhérents de nature différente, qui sont essentiellement des organisations. Alors, vous avez bien entendu les principaux investisseurs. Donc, vous avez des grandes banques de réseau, dont certaines sont d'ailleurs fondatrices de l'association, donc notamment des banques coopératives. Donc, vous allez trouver par exemple le Crédit Coopératif, le Crédit Mutuel, ou même la Nef, qui est une banque coopérative qu'on connaît bien chez nous. Vous avez leurs filiales pour les grosses banques qui, en fait, collectent l'épargne des particuliers. Alors, au travers de différents processus, on pourra en parler si vous le souhaitez, mais vous avez leurs filiales, alors qu'on appelle des filiales de gestion d'actifs, parce que quand vous déposez votre épargne sur un compte d'épargne, quel qu'il soit, quelle que soit la forme qu'il prend, en fait, cet argent-là, il est en fait collecté par une filiale spécialisée d'une banque qui va du coup investir votre argent dans des projets spécifiques. Et donc, vous avez des grands gestionnaires d'actifs. Alors, pour pas les citer, vous avez Mirova, Amundi, Ecofi, BNP Paribas Asset Management, qui sont en fait des grands collecteurs d'épargne de ces grandes banques de réseau. Vous avez aussi des sociétés de gestion. Alors, c'est un peu comme des gestionnaires d'actifs, mais c'est beaucoup plus petit, qui, en gros, collectent là aussi l'argent de particuliers, l'argent d'institutionnels pour l'investir. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle des acteurs de l'économie sociale qui ouvrent leur capital. C'est important de le dire parce que c'est une des missions historiques, alors de ex-Finansol, j'allais dire, qui a été aussi créée par des acteurs de l'économie sociale qui ouvrent leur capital au grand public. Je vous prends, par exemple, deux exemples. Vous avez l'association Habitat et Humanisme qui ouvre son capital, qui a une foncière solidaire, donc vous pouvez acheter des parts de cette foncière solidaire, et qui va donc soit acheter, soit rénover des logements pour éloger des personnes en précarité. Puisque l'immobilier, en gros, pour en faire, et compte tenu des besoins sociaux de l'action de l'association sont très importants, vous avez besoin de beaucoup de capital, et une des manières qu'a trouvé Habitat et Humanisme, c'est en gros de demander à vous et moi, épargnants individuels, de pouvoir souscrire à ces parts, et ça marche extrêmement bien. Et puis vous avez deuxième exemple, j'en ai parlé, c'est l'exemple de la Nef, qui est une banque coopérative et qui va elle aussi ouvrir son capital pour en gros collecter des fonds propres qui vont l'aider dans son action quotidienne. Donc j'allais dire ce premier collège, pour revenir à votre question, c'est le collège des praticiens. En fait, c'est le collège des organisations qui ont développé en fait une pratique de la finance à impact social. Alors des pratiques qui peut être différentes selon la nature des organisations, mais qui a une vraie expérience dans ce secteur. Et puis au sein de l'association, vous avez aussi des personnalités qui peuvent adhérer. Alors à titre complètement individuel, alors vous avez des gens qui sont
experts sur ce sujet, mais vous avez aussi des sympathisants qui sont allés, on va dire, compagnons de route de l'association depuis longtemps et en fait qui nous aident là aussi à assurer la promotion de ce qu'on fait. Est-ce que vous avez un droit de regard sur les adhésions, puisque on le sait, les différents organismes, notamment les banques, ont parfois ou sont souvent même pointés du doigt pour certains de leurs investissements. Est-ce que vous avez un droit de regard à ce sujet-là? Est-ce que vous pouvez dire à telle ou telle entité ou banque ou n'importe quelle entité, entreprise, non, finalement, vous ne correspondez pas aux critères pour rejoindre l'association? Votre question est extrêmement intéressante parce que c'est un dispositif qu'on a mis en place dès la création de FAIR et d'ailleurs qui ne préexistait pas à l'époque de Finansol ou de l'Impact Invest Lab. Et donc, on a renforcé en fait ce caractère de filtre pour rentrer au sein de l'association. Donc, on a élaboré une charte de la finance à impact social. En gros, qu'on communique à tout adhérent potentiel qui souhaite nous rejoindre. Et puis, on a mis en place un comité des adhésions, donc qui regroupe en fait 3 administrateurs de l'association, dont un fondateur, et en fait qui tous les mois vient écouter les potentiels adhérents sur leur motivation, leurs envies, leurs projets pour rejoindre l'association. On a, pour vous donner un ordre d'idée, on a une file d'attente assez importante d'adhésion à l'association, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. Et le comité se réunit tous les mois. On a eu un peu moins d'une trentaine de candidatures l'année dernière, ce qui est quand même assez significatif puisque l'association a 140 adhérents. Donc, vous voyez, sur une seule année, alors que l'association existe depuis 25 ans maintenant, c'est beaucoup. Et sur cette petite trentaine de candidatures, on en a accepté moins de 20. Donc, il nous arrive effectivement de dire à des adhérents, non, vous n'êtes pas prêt ou vous ne correspondez pas au cahier des charges, si je puis dire, de l'association. C'est intéressant de mettre en place ce type de filtre, effectivement, et de renforcer aussi, d'un point de vue crédibilité pour vous, puis aussi pour les sympathisants ou les adhérents particuliers à l'association. C'est quand même rassurant. J'aurais aimé qu'on fasse un point. Alors, vous le disiez, c'est né de la fusion de 2 associations. J'aurais aimé qu'on fasse un point sur le label Finansol. Finansol, qui était donc une association qui existait depuis 20 ou 25 ans, pour que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est. Et nous, pour les auditeurs et les auditrices de Basilic, en tant que particulier, voilà, si on voit ce label Finansol, quelle garantie est-ce que ça nous apporte? Est-ce que c'est quelque chose auquel on peut se référer? Et ensuite, on abordera toute une partie plus pratico-pratique sur, en tant que particulier, si j'ai envie d'investir de manière responsable, comment est-ce que je m'y prends, etc. Effectivement, le label Finansol, c'est une des missions. J'en ai pas parlé au début du podcast, mais en fait, c'est une des missions de l'association depuis quasiment sa création en 1995, puisque le label a été créé 2 ans après. Alors, il faut savoir que le label Finansol, c'est un label financier destiné au grand public. Donc, ce sont pour les épargnants comme vous et moi, en gros, qui disposent d'une petite épargne à la banque ou auprès de sa mutuelle d'assurance. Et en fait, j'aime bien le rappeler, le label Finansol, c'est le premier label financier qui a été créé en France. Donc aujourd'hui, on parle par exemple beaucoup du label ISR, mais qui est un label qui a été créé en 2016 en fait. Donc vous voyez, c'est 1 an après les accords de Paris. Et avant, il n'existait que très peu de labels financiers. Il y en a 3 en France. Il y a le label ISR qui est le plus gros, qui réunit. Donc c'est un label de finance responsable qui aujourd'hui est en voie de refonte. Vous avez un autre label qui est le label Greenfin, qui est un label, j'allais dire, de finance verte, qui est plus petit. En gros, il est de la même taille que celui. La taille est comparable à celle du label Finansol. Ces 2 labels, ISR et Greenfin, sont donc des labels récents. Ils ont été créés au milieu des années 2010 et ils ont la particularité d'être des labels publics. Donc, ils sont gérés par le gouvernement. En gros, par Bercy, pour faire simple. Et puis, le label Finansol est un label privé qui a été créé donc bien avant ces 2 autres labels et qui a la particularité d'être un label de praticiens.
on en parlait tout à l'heure, Faire regroupe un certain nombre de praticiens qui sont amenés à échanger leurs pratiques. Et en fait, le label évolue tout le temps parce qu'en fait, les pratiques évoluent, l'écosystème évolue, la réglementation évolue. Et donc, on essaye de faire évoluer le label de cette même façon. Et donc, ce label de finance solidaire, c'est un label, en gros, que vous pouvez retrouver si vous êtes client d'une banque en n'importe laquelle, puisque aujourd'hui, la quasi-totalité des réseaux bancaires disposent d'une gamme solidaire. Alors, il y a des banques qui ont développé un produit, des banques qui ont voulu labelliser toute leur gamme, en l'occurrence. Et ce label sert, en gros, à identifier les produits d'épargne solidaire, donc dont votre argent va servir à financer ces fameuses entreprises sociales dont on parlait au début du podcast. Et pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, ce label, il a labellisé à peu près un peu moins de 200 produits d'épargne, donc de différentes formes, on pourra en reparler. Et ces 200 produits d'épargne représentent un volume d'à peu près 25 milliards d'euros, ce qui est pas mal, mais, je le dis toujours aussi, ce n'est que 0,42% du patrimoine financier des Français. Donc, c'est comme si tous les Français, donc comme vous et moi, ne mettaient même pas 1 euro sur 100 euros de patrimoine financier dans la finance solidaire. Donc, c'est un secteur qui se développe très vite, mais qui reste quand même minuscule par rapport à la grande masse d'épargne financière des Français. Comment ça se fait? Parce que on a l'impression que ce sera moins rentable, c'est moins risqué, donc on peut moins faire une bascule et gagner beaucoup d'argent. Pourquoi? C'est pour tout un tas de raisons, hein. J'allais dire d'abord parce qu'il y a une question de notoriété, hein, voilà, très clairement. C'est peu connu, c'est pour ça que l'association a été créée, pour mieux faire connaître. C'est peu connu, mais c'est aussi peu proposé finalement. Par exemple, si on prend rendez-vous avec notre banquier. Donc, c'est peu proposé parce que, en fait, dans les gammes des banques, globalement, ce qu'on va mettre en tête de gondole, si j'allais dire, hein, si je puis dire, c'est surtout des produits industriels, entre guillemets, donc, en fait, qui sont distribués de façon très massive et qui rapportent des marges beaucoup plus importantes pour les banques. Il y a une troisième raison qui est importante parce que vous avez parlé de risque. C'est que les produits de finance solidaire sont pas. Alors, vous avez des produits qui sont pas risqués, du type livret, mais vous avez aussi des produits qui sont très risqués. Et puisque vous allez, la loi en fait cadre de manière assez claire le montant de l'argent que vous pouvez investir dans des structures d'utilité sociale, donc qui sont pas cotées sur un marché boursier, j'allais dire. Hein, donc ça peut être compris entre 5 et 10% du montant de votre investissement. Donc si vous avez 100 euros à épargner, vous ne pouvez investir que 5 à 10 euros directement dans des structures d'utilité sociale. Et ça, en fait, ce sont des freins réglementaires, si vous voulez, qui empêchent que ce type de finance-là soit plus développé. Mais on le fait pour des raisons très simples et en fait parfaitement compréhensibles. C'est pour protéger les épargnants parce que on souhaite aussi, puisque ce sont des structures qui ne sont pas cotées sur les marchés, on souhaite aussi protéger les épargnants du fait que si vous investissez dans des structures, par exemple de l'économie sociale et solidaire, vous avez aussi le risque de perdre tout l'argent que vous mettez. Et donc, pour ça, en fait, on a développé de la régulation et c'est sans doute un des troisièmes éléments qui fait que cette finance-là est pas tellement développée. Par contre, les taux de croissance sont assez phénoménaux depuis plusieurs années, hein, puisque en gros, les taux de croissance, ils sont compris entre 25% et 30% chaque année. Donc, au bout d'un moment, on va arriver au 1%. Ça, je suis assez confiant. Je l'espère aussi. Alors, nous, en tant que particuliers, si on se met à la place des auditrices et des auditeurs de Basilic, on est dans une banque traditionnelle, on va dire conventionnelle, donc pas une néobanque engagée. Et on a un petit peu d'épargne qu'on voudrait placer. Comment est-ce que on peut s'adresser à son conseiller? Est-ce qu'on peut demander à notre conseiller s'ils ont des produits labellisés Finansol? Comment on fait pour être
plus responsable parce qu'on sait que que l'épargne a un impact écologique, mais pas que, assez désastreux. Absolument, vous avez raison. Hein. On prend toujours cet exemple-là, mais il est assez parlant. Hein. C'est que si vous avez 5 000 euros déposés sur votre compte bancaire qui ne travaille pas, en gros, ça émet autant de CO2 qu'un aller-retour entre Paris et New York. Donc, vous voyez, même si vous avez prévu, par exemple, de ne pas voyager en avion, le fait même que vous ayez un peu d'argent, 5 000 euros, c'est une belle solde quand même, sur votre compte bancaire, eh ben, ça peut réduire à néant tous les efforts personnels que vous faites. Et donc, l'argent a une empreinte carbone. Ça, c'est démontré aujourd'hui, hein, y compris par un certain nombre d'autres organisations. Alors, pour répondre très directement à votre question, donc si vous êtes client d'une banque, j'allais dire conventionnelle, classique, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la plupart des banques, aujourd'hui, elles ont développé une gamme de finances solidaires. En l'occurrence, donc, elles ont 1, 2, 3, parfois 10 produits qui sont labellisés Finansol. Le principal problème, aujourd'hui, c'est que cette gamme, y compris au sein des banques, elle est peu connue des conseillers bancaires que vous pourrez trouver dans l'agence qui est à côté de chez vous. Et donc, il faut faire un effort, effectivement, pour identifier, selon la banque dans laquelle vous êtes, le ou les produits qui sont labellisés Finansol. Alors, pour ça, il y a un truc très simple. Hein. En fait, ils sont tous répertoriés sur notre site web. Donc, en fait, en fonction de votre banque, par exemple, vous pouvez regarder les produits. Et puis, vous pouvez, du coup, une fois que vous avez l'information, allez dans votre banque, allez voir votre conseiller ou votre conseillère, et puis lui demander, en l'occurrence, de souscrire tel ou tel type de produit. Alors, parfois, la gamme est très restreinte, c'est-à-dire que, par exemple, vous n'avez qu'un livret, alors que vous pourriez avoir envie de laisser votre argent peut-être plus longtemps et que la banque n'a pas, du coup, développé de produits spécifiques. Alors, on essaye de travailler avec tous les établissements bancaires pour qu'ils enrichissent leur gamme, d'une part. On essaye de faire en sorte que la plupart des réseaux bancaires forment leurs conseillers commerciaux finalement à la distribution de la finance solidaire. Donc, on a, vous voyez, des kits de formation qu'on fait. On travaille avec la Fédération bancaire française pour qu'en gros, soit mieux connu, mieux diffusé, intégré dans la formation des conseillers. Mais vraiment, le truc le plus pratique, c'est de, en fait, regarder sur notre site web. Vous pouvez faire plein de tri différents, identifier les produits qui sont dans votre banque et puis aller voir votre conseiller bancaire. Donc, c'est la chose la plus pragmatique à faire. Parfait, j'indiquerai le site internet de toute façon dans la barre de description, comme ça les auditeurs pourront le faire même en écoutant le podcast. Cela fait maintenant quelques années, je dirais 4-5 ans, qu'on voit émerger des néobanques, enfin ce que moi j'appelle des néobanques engagées. On parle de plus en plus de finances responsables, solidaires. Est-ce que c'est une tendance que vous observez aussi? J'imagine que oui, puisque vous disiez que vous aviez eu 30 candidatures à l'adhésion l'année passée. Si oui, est-ce que c'est positif? Et comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit mis en place à l'échelle peut-être nationale ou locale pour sensibiliser davantage? Alors, donc il y a deux éléments dans votre question. Donc le premier élément, pardon, c'est effectivement comment on regarde en fait la tendance, en gros des fintech engagés, on va dire ça comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on constate. Hein. Vous avez plusieurs fintech engagés qui ont demandé l'adhésion chez nous, et moi je trouve assez extraordinaire toutes les initiatives qui sont prises pour en gros mieux populariser ce concept, notamment auprès des populations les plus jeunes. Hein. Il faut savoir qu'on a fait une enquête il y a 10 ans maintenant sur l'épargnant solidaire. Je suis certain que si on faisait l'enquête maintenant, donc 10 ans après, la sociologie et la physionomie des épargnants aura changé. Je pense qu'elle s'est beaucoup rajeunie. Et c'est parce que sans doute l'essor des nouvelles technologies, des fintech, a permis aux générations les plus jeunes finalement d'accéder à ce type de finance. Alors, moi je trouve ça super chouette. Il faut savoir que les fintech aujourd'hui, alors essentiellement pour des questions encore une fois de régulation, elles ne peuvent proposer que des produits très limités. C'est-à-dire que en gros vous avez un compte bancaire avec une carte, peut-être parfois un compte d'épargne, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'en gros si vous voulez faire un crédit immobilier,
et acheter votre logement, en l'occurrence, vous pouvez pas le faire. Et donc, vous êtes obligé de jongler un petit peu sur les deux éléments. Donc moi, effectivement, j'encourage le développement de ces structures-là, mais aussi par le type de produit et la gamme de produits et de services qui sont en mesure de proposer. Il faut savoir aussi que la plupart des fintechs aujourd'hui, telles qu'elles sont créées en France, elles s'appuient aussi sur des acteurs bancaires qui sont souvent à l'étranger. Voilà, parce que effectivement, elles n'ont pas trouvé en France en fait d'acteurs bancaires pour pouvoir en fait placer l'encours de leurs clients. Donc, j'imagine que voilà, au fil des années, la régulation va un petit peu s'assouplir pour permettre à ces organisations de développer leur gamme. Et moi, c'est ce que je souhaite parce que, en fait, pour connaître un petit peu leurs dirigeantes et leurs dirigeants, je sais que ce sont des organisations très engagées, voilà, et qui font les choses merveilleusement bien. Donc, j'espère effectivement que la régulation va permettre de le faire. Mais vous savez, en matière de régulation financière, c'est toujours un petit peu compliqué parce que vous avez évidemment la régulation française, donc l'autorité des marchés financiers, la commission bancaire, la Banque de France qui régule, mais vous avez de plus en plus en fait la régulation européenne qui du coup s'appuie sur des configurations dans des États membres qui sont pas les mêmes. Et la France a une particularité, c'est qu'en fait elle est très en avance sur ces sujets de finances responsables par rapport aux autres pays européens. Vraiment très en avance. Alors, il y a beaucoup de critiques qu'on pourra faire, notamment sur le label de finances responsables, et j'en suis, je suis très critique vis-à-vis de ce label, mais il n'empêche, la France est un pays qui aujourd'hui fait des choses intéressantes en matière de finances responsables, ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Et donc, les Français ont toujours tendance à demander, en fait, il faut aller plus loin. Mais du coup, ça crée un gap encore plus grand entre les pays qui pourraient en fait faire un peu mieux. Et donc, c'est un bon équilibre à avoir et une bonne discussion à avoir avec les régulateurs européens pour qu'en gros, ceux qui sont très bons continuent à s'améliorer et ceux qui sont moyens puissent s'améliorer beaucoup. Donc, il y a encore du pain sur la planche. Il y a encore du boulot. Donc ça, indéniablement, il y a encore du boulot. Mais je fais écho par rapport à effectivement ce que vous avez noté sur Reclaim Finance, voilà, qui est une association qu'on connaît assez bien, avec laquelle on a organisé plusieurs petits événements ensemble. En fait, on a donc moi je suis avec beaucoup d'attention tout ce que fait Reclaim Finance, et en fait moi je trouve que leurs rapports sont d'une sont d'un professionnalisme, c'est documenté. Franchement, on peut pas passer à côté d'une organisation de ce type, parce que de ce type-là, parce que franchement, elle fait des choses extraordinaires, et en fait, elle a permis en fait à beaucoup de gens en fait de prendre conscience finalement que l'argent avait une empreinte carbone, et elle le fait de manière à la fois très pédagogique, mais aussi très documentée. Tant sur le plan national que sur le plan mondial. Donc, franchement, chapeau. Alors, nous, par exemple, je le dis de manière très nette, parce que c'est souvent un des reproches qu'on nous fait, parce que on est un collectif engagé, et on a, je vais pas les nommer, mais on a en fait dans nos adhérents un certain nombre de réseaux bancaires, par exemple, pour prendre cet exemple-là, qui pourrait faire l'objet de controverses. Vous avez parlé de l'adhésion tout à l'heure, mais voilà, on a effectivement des réseaux bancaires qui, de manière assez régulière, sont pointés du doigt, notamment par des organisations et des ONG comme Reclaim Finance, mais vous avez aussi Oxfam, choses comme ça. Donc, en fait, moi j'ai une approche assez particulière par rapport à ces organisations-là. En fait, vous avez deux manières de faire, et en fait, je porte pas de jugement sur telle ou telle manière, mais soit vous avez l'activisme, et moi je respecte beaucoup les activistes parce qu'en fait, ils embarquent la société avec eux, et je trouve que c'est une manière d'agir extrêmement utile aujourd'hui pour, en gros, d'abord faire prendre conscience à la population qu'il y a un problème, et puis souvent aussi faire évoluer les pratiques au niveau des banques.
Mais nous, on a choisi une méthode différente qui est plutôt la méthode de concertation. On part du principe, par exemple, que si des banques arrivent à créer quelques produits de finances solidaires, elles le font souvent. Et en tout cas, je peux vraiment témoigner de ça, parce que en fait, au sein de ces énormes organisations, vous avez des petites équipes engagées, finalement, qui expérimentent quelque chose. Alors, certes, c'est peanuts par rapport au volume qui est développé en matière de produits d'épargne par ces banques-là, on en a parlé, et par en fait les messages qui sont passés, par exemple, aux conseillers commerciaux pour distribuer des produits qui ne seraient ni solidaires ni responsables. Par contre, aujourd'hui, on voit très nettement qu'en fait, ces petites équipes aujourd'hui au sein des banques, elles ont grossi. Voilà. Qu'en fait, les banques se sont aperçues que, en fait, l'offre créait la demande, finalement, et qu'il y avait de plus en plus de leurs clients, finalement, qui étaient en demande de ce type de produit. Donc, je dirais que les deux approches, l'approche activiste et l'approche plus modérée qu'on a choisie, sont des approches complémentaires, parce que vous avez les activistes qui pointent du doigt, en fait, les organisations qui sont les moins vertueuses en matière de finances responsables, d'une part. Vous avez ces mêmes organisations qui constatent que, en développant parfois, souvent à l'origine pour des raisons de marketing, des produits solidaires, mais qu'en fait, en les développant, leur offre a créé une demande qui n'arrête pas de grossir. Eh bien, en fait, elles sont un peu prises en étau, finalement, entre la demande de leurs clients, la position activiste des organisations et des ONG qui les poussent à aller plus loin ou à cesser de financer les énergies fossiles, par exemple, et qui développent le produit. Donc, moi, je pense que ces deux approches sont très complémentaires et qu'il faut les garder. Et souvent, on a besoin des gros pour s'adresser aux régulateurs. Parce qu'en fait, globalement, c'est parce qu'on a aussi des gros avec lesquels on travaille dans les équipes spécialisées et qui nous donnent accès aux régulateurs d'une manière, j'allais dire, plus apaisée, plus pacifiée, qu'on arrive à faire changer les lois. Voilà en gros le parti pris qu'on a choisi depuis la création de l'association. C'est intéressant, effectivement, je pense que vous avez raison, on a besoin de personnes infiltrées comme vous qui sont en direct avec les équipes et qui peuvent les pousser à agir. Et on a besoin aussi, bien évidemment, d'ONG, de militants, de militantes, ça va de soi. Bien sûr. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant, très complet. J'espère que je ne pense pas que c'était trop complexe pour les auditeurs et les auditrices. De toute façon, il y a le possible. Oui, franchement, c'était très bien. Et puis, j'indiquerai dans la barre de description votre site internet qui est très clair. Il y a un vrai travail de vulgarisation qui a été fait parce que, et là, vous avez contribué à lutter contre ça, mais cet univers de la finance, moi, ça fait 5 ans et demi que j'ai le podcast. J'ai déjà consacré plusieurs épisodes à ce sujet, mais ça reste toujours assez opaque et nébuleux. Et donc, on a du mal, en fait, à comprendre de quoi on parle de produits, on parle de risques, etc. Et c'est pas facile. Donc là, vous avez réussi à expliquer tout ça très clairement, de manière très limpide pour les auditeurs et les auditrices. Donc merci beaucoup, Patrick, d'avoir témoigné au micro. C'était très intéressant. Et j'invite les auditeurs et les auditrices qui auraient encore des questions à écrire directement à Faire. Je suis sûre que vous avez des membres de l'association qui pourront leur répondre. Merci beaucoup, Jeanne, et très belle journée. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.